Eh bien, bonjour et bienvenue à tous. Je suis Laetitia Anestis. Je travaille au service prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes. Et à l'occasion de la Semaine mondiale de l'allaitement maternel, qui a pour thème cette année Allaiter pour une planète plus saine, le département de l'Ain a le plaisir de vous convier pour cette webconférence qui est intitulée Organiser une chambre saine pour bébés. Donc, cette webconférence est destinée aux futurs, nouveaux parents, aux assistantes maternelles et tout professionnel de la petite enfance et également toute personne intéressée par le thème de l'impact de l'environnement intérieur sur la santé de l'enfant. Plusieurs thématiques seront traitées par notre intervenante. La qualité de l'air intérieur, les cosmétiques, les jouets, les vêtements, le linge de lit et de toilette et les ondes électromagnétiques. Je serai donc aux côtés de Catherine Motte, qui est conseillère en environnement intérieur à la Mutualité française Auvergne-Rhône-Alpes, tout au long de cette conférence pour recenser vos questions et lui en faire part en fin d'intervention. Vous pouvez pour cela utiliser l'onglet questions pour lui poser vos éventuelles questions. Je lui laisse donc la parole et vous souhaite une bonne conférence. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Bien, mais écoutez, je suis ravie de partager ce temps avec vous. Comme le disait Laetitia, on va aborder la chambre, du choix de l'implantation dans la maison jusqu'à tout ce que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur. Voilà, donc du coup, peut-être en introduction, faire le point sur ce qu'est la santé environnementale, ce qui nous amène aujourd'hui vers vous, et puis le concept des 1000 jours, pour ensuite voir quelles sont les sources et les risques d'exposition dans un logement. Et puis ensuite, on va partir sur des conseils très pratiques. De par mon métier, je suis donc conseillère en environnement intérieur, et donc je vais au domicile de patients pour optimiser la qualité d'air dans leur logement et faire en sorte que leurs problèmes respiratoires parfois soient en tout cas bien diminués. Donc je vous invite à n'hésiter surtout pas à poser des questions qui me reviendront en fin d'intervention. Bien, donc tout d'abord, je vous propose de faire un petit point sur ce qu'est la santé environnement, donc qui prend en compte tout ce qui est impact de tout ce qui nous entoure sur notre état de santé. Puisque, comme vous le voyez sur cette diapo, nous sommes constitués de cellules comme Cro-Magnon. Simplement, notre contexte de vie a considérablement évolué et ça n'est pas sans conséquences sur notre organisme. On a fait le lien entre différentes maladies chroniques, notamment, et d'autres problématiques de santé en lien avec notre environnement. Sur les modes d'exposition, nous avons 3 portes d'entrée. Donc voilà pourquoi nous aborderons la qualité de l'air, puisque les voies respiratoires sont une des portes d'entrée. Ensuite, on abordera les cosmétiques et les vêtements, parce que la deuxième porte d'entrée est la peau. Donc c'est essentiel de s'y pencher. Et puis la troisième porte d'entrée, l'alimentation, qu'on n'abordera pas dans le cadre de la chambre, mais qui permettra quand même de vous donner un panel général de ce qu'est la santé environnement et les portes d'entrée. Alors, la période des 1000 jours, c'est la période de la conception du bébé jusqu'à ses 2 ans. Puisque l'enfant est dans une période de croissance, bien sûr, on s'est rendu compte que les polluants et les irritants et les perturbateurs endocriniens transitaient dans le placenta et dans le lait maternel, et donc il était essentiel d'être très vigilant sur l'environnement de la maman, de la future maman, et parce que l'embryon reçoit les irritants, les perturbateurs endocriniens et les polluants, ainsi que sur ces 2 premières années de vie. On vous propose un premier sondage. Dans l'onglet sondage, vous pourrez répondre à la question suivante: est-ce que la période périnatale est déterminante en santé et environnement? À votre avis, oui, non? Petit sondage sur votre droite. Je vous invite à répondre. Quelque chose d'assez rapide. Vous êtes une vingtaine de participants, donc je laisse le temps aux
aux personnes de répondre au sondage. Alors, je vois que certaines d'entre vous ont répondu dans le chat, hein, donc voilà, ce sera peut-être à prendre en compte. Voilà, je vous propose de continuer. Vous êtes 11 tous d'accord à dire oui, qu'effectivement, l'environnement est déterminant sur l'enfant et notamment est très déterminant sur l'état de santé de l'adulte qu'il deviendra. Pourquoi? Eh bien parce que l'enfant, à l'état embryonnaire ou tout bébé, a un système en construction totalement immature, que ce soit sur le plan respiratoire, sur le plan digestif, sur le plan éliminatoire, les reins, etc., sont en perpétuelle construction, donc les cellules se reproduisent et les perturbateurs endocriniens peuvent altérer la duplication des cellules, donc c'est assez déterminant pour son état de santé à l'âge adulte. Pourquoi l'enfant est-il plus sensible également à l'état embryon et à l'état de bébé? Parce qu'il consomme davantage. Un bébé va respirer davantage, proportionnellement à un adulte. Il va également plus consommer d'aliments, boire davantage et être au plus près des matériaux qui pourraient être émissifs. Je pense par exemple, pour n'en citer qu'un, au sol, quand on est sur la période du marché à quatre pattes. Si vous utilisez un produit ménager non rincé, l'enfant va évoluer dans la pièce à quatre pattes, va souvent être dans la période aussi du tout à la bouche, donc va risquer d'ingérer des substances qui proviennent des produits utilisés pour le nettoyage du sol, ne serait-ce que ça. En santé et environnement, moi je suis très motivée par ces questions-là et surtout très intéressée parce que le moindre geste va pouvoir diminuer les polluants. Alors vous voyez sur cette diapositive que les sources sont multiples et qu'il y a énormément de possibilités pour nous d'agir sur nos choix de consommation afin de réduire la quantité de polluants. On n'arrivera jamais au résultat zéro. De la même façon, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Il est toujours temps d'agir. Simplement, par des gestes très simples et par des choix de consommation, on arrive considérablement à diminuer ces polluants, ce qui est toujours un gage d'amélioration de la situation. Donc voilà pourquoi la petite phrase « un polluant humain, c'est une chance de plus », c'est une chance de plus de grandir dans des conditions optimales. Donc vous avez ici une diapo qui reprend toutes les sources que l'on abordera dans le diapo, sachant que sur la qualité de l'air extérieur, j'ai un petit sondage à vous proposer pour savoir si l'air intérieur est, à votre avis, plus ou moins pollué que l'air extérieur. Voilà, donc deuxième petit sondage sur votre droite, s'il vous plaît. Qu'en pensez-vous? Pensez-vous que... Voilà, là vous avez pris le... Voilà. Je laisse encore un petit temps. Bien, vous êtes tous du même avis. Donc effectivement, l'air intérieur, sinon on ne serait pas là cet après-midi, l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. On est à l'abri des intempéries à l'intérieur, mais nous sommes particulièrement exposés à des polluants. Alors bien sûr, tout dépend du contexte dans lequel nous vivons. Si nous sommes en bord de périphérique, voilà, les conditions seront un peu différentes que d'être dans une situation beaucoup plus végétale, encore que voilà, si on est près de culture,
traitée, voilà, on sera aussi confronté à des polluants extérieurs importants. Mais à l'intérieur, de par les matériaux qui nous entourent, vous verrez, on va en faire le tour, il y a beaucoup plus de sources de pollution. Par ce schéma, vous voyez la différence entre, sur votre gauche, l'air intérieur et sur votre droite, l'air extérieur. Vous voyez que, notamment, par exemple, sur la flèche bleue, le formaldéhyde est 5 à 6 fois plus important à l'intérieur qu'à l'extérieur. Donc le formaldéhyde, on va le trouver dans les matériaux de construction, également dans les produits ménagers, dans les produits parfumés. Et vous voyez que toute la famille des jaunes, orangés, etc., sont également des substances qui vont être présentes dans les mobiliers récents notamment, les mobiliers à base de panneaux de particules par exemple, vont être très émissifs par des composés organiques volatiles. Et vous voyez que la famille des violets aussi est beaucoup plus présente dans l'air intérieur que dans l'air extérieur. On va rentrer dans le détail. Dans un logement, en règle générale, donc je vous disais, l'air est plus pollué entre 5 et 7 fois par rapport à l'air extérieur. Je vous ai mis ici les différents polluants qu'on va trouver dans une maison, sachant que ce que l'on va aborder dans la chambre de bébé vaut également, bien sûr, pour la maison en général, et notamment sur les pièces de repos, parce qu'on considère la qualité de l'air à optimiser dans les pièces de repos, c'est-à-dire dans les pièces où on va séjourner de façon prolongée. Je pense à la pièce de vie avec le canapé, la télé, etc. Également, les chambres, bien sûr, sont à privilégier. On va tolérer un désodorisant dans les toilettes qu'on ne tolérera pas dans une chambre ou dans une pièce de vie, par exemple. Alors, dans cette diapo, on voit que le premier polluant qu'on va encore trouver à domicile va être le tabagisme, le tabac. Le fumeur est traqué à l'extérieur de chez lui, il ne peut plus fumer dans les lieux à usage collectif, et du coup, quand il est chez lui, il fume. Donc ça n'a pas sans conséquence sur la qualité de l'air, bien sûr. Les acariens vont être un allergène important, notamment qui va engendrer des allergies sur des provocations d'asthme. On a vu tout à l'heure, le mobilier va apporter énormément de polluants de type chimique. Les plantes d'intérieur, elles, vont être souvent émissives de moisissures. Les appareils de chauffage, les appareils de combustion vont eux également être en cause. Donc voilà, ça nécessitera d'être vigilant par rapport à ça. On verra par rapport à la température. Donc la présence de moisissures suite à des dégâts des eaux, ce genre de choses. L'utilisation de certains produits d'entretien qui sont sans rinçage vont être très émissifs. En termes de décoration et de matériaux de construction également, on va avoir des produits plus ou moins émissifs en fonction de leur catégorie, et ça on ira dans le détail. Bien sûr, certains revêtements, tels que les moquettes, vont retenir davantage et être plus émissifs que des carrelages qui vont être très neutres et faciles à nettoyer. Et la présence d'animaux de compagnie aussi est à prendre en compte dans la qualité de l'air, soit par la présence des animaux eux-mêmes, soit par le stockage de leur litière, de leurs aliments, etc. Je vous propose donc de voir déjà 2 facteurs très déterminants sur la qualité de l'air dans les logements, et notamment dans la chambre. Ça va être la gestion de la température et la gestion de l'humidité. Alors la gestion de la température, on va voir qu'on a vraiment quelques règles de bonne conduite, si je puis dire, et en termes de gestion d'humidité, il va falloir gérer cette humidité qui peut être ne serait-ce que générée par la présence des membres de la famille dans la maison, en plus de risques d'infiltration, etc. Donc pour la température, voilà globalement la règle à suivre pour chacune des pièces de la maison. Sachant que dans la chambre de bébé, on va être en phase avec une température à 19 degrés et privilégier une bonne turbulette ou un pyjama, bien sûr, ne pas coucher l'enfant dans une pièce chauffée à 23 degrés sans couverture, par exemple. Il vaut mieux avoir un air de moindre température avec de quoi le couvrir, bien sûr adapté à l'âge de l'enfant. Et pour les autres pièces, vous voyez, 19 degrés, et la chambre d'adulte à 16 degrés. Ou en tout cas, si vous avez à séjourner dans la chambre, parce que je pense à des ados, par exemple, qui passent leur journée dans la chambre,
on peut considérer que le chauffage à 19 degrés dans une chambre d'ado est envisageable. Simplement, la nuit, quand l'adolescent dort, on fait en sorte que le chauffage n'émette plus pour redescendre à des températures plus proches de 16. Dans la salle de bain, de la même façon, hein, quand on utilise la salle de bain, bien sûr que 22 degrés, ça peut être intéressant, surtout au sortir de la douche. Mais dans la journée, quand plus personne ne fréquente cette pièce, souvent c'est le cas, on peut faire en sorte que la température diminue. Donc sur l'humidité, vous voyez qu'on peut avoir différentes sources d'humidité, notamment de par des dégâts des eaux, des infiltrations, des fuites dans la toiture ou des remontées capillaires du sol. Ça, c'est quand même à la marge. La plus importante source d'humidité dans une maison, ça va être nos activités d'être humain. Déjà, le fait de respirer et de transpirer, mais aussi au travers de notre douche, de la cuisson de nos aliments, du séchage de notre linge, du fait de faire tourner un lave-vaisselle ou un lave-linge, va générer de l'humidité dans la maison qu'il va falloir évacuer. On va l'évacuer grâce à notre système de ventilation, alors qu'il soit mécanique ou qu'il soit manuel. Cette ventilation ne va pas suffire. Il va falloir obtenir et adapter nos habitudes de façon à aérer le logement au moins 2 fois par jour, toutes les pièces de la maison. Mais on y reviendra. Dans le choix, quand on annonce la venue d'un enfant, la première notion, c'est déjà de voir dans l'implantation de la maison quelle pièce va pouvoir être dédiée au bébé. Est-ce qu'on a déjà une chambre toute faite, Est-ce qu'on doit adapter notre maison en fonction de ce nouvel arrivant? En tout cas, l'idée vraiment est de dire qu'il faut choisir une pièce, si possible, claire, désencombrée et facile à aérer. Donc, de toute façon, avec un ouvrant. C'est vraiment très important. Et pour la venue de la lumière du jour et également pour pouvoir aérer très régulièrement cette pièce et renouveler l'air. Les ondes électromagnétiques, donc toujours dans l'implantation de cette chambre, il faut bien réfléchir à la disposition des pièces et à la répartition des ondes au travers des appareils que nous utilisons au quotidien. Donc, si vous aménagez une chambre de bébé adossée à une cuisine, par exemple, où vous allez avoir le micro-ondes, vous allez avoir la plaque à induction, vous allez avoir différentes sources d'ondes, être vigilant à ne pas mettre le lit adossé au mur mitoyen à la cuisine, par exemple. Vous savez que ces appareils-là génèrent un halo d'ondes, en fonction de s'ils fonctionnent ou pas, bien sûr, l'ampleur du halo est différente. Mais en tout cas, il est nécessaire de respecter une distance d'au moins 1,50 m avec ces appareils et que ces appareils, les ondes, ne sont pas freinées par les cloisons, bien au contraire. Donc, être vigilant à ce qu'il y ait un éloignement suffisant et convenable par rapport à l'endroit où vous allez coucher l'enfant. De la même façon, avec la Wi-Fi, avec votre box, donc, avec tout ce qui va être ordinateur, tout ce qui va être tablette, téléphone, toujours avoir un point de vigilance par rapport à ça. Les nouveaux matériaux là, avec les box qui vont être très réceptives et très émissives en termes d'ondes, toujours être très vigilant par rapport à la disposition de la pièce. Vous voyez, ici, on a essayé de vous matérialiser le périmètre. Dans le cas présent, la tête du lit de l'enfant est trop proche des sources d'émission des ondes. Donc, vraiment privilégier et faire en sorte, par exemple, que le lit soit adossé au mur opposé à ce qu'il est aujourd'hui. Enfin, sur cette illustration-là, en tout cas. Par rapport aux micro-ondes, petit aparté aussi, souvent les micro-ondes sont sur le plan de travail dans la cuisine, et on invite les futures mamans à s'éloigner du micro-ondes quand il fonctionne. Donc, vous voyez ici, on a mis en façade 1,20 m et sur les côtés 1,80 m. C'est vraiment important de mettre vos aliments en micro-ondes si vous le souhaitez, mais en tout cas de se reculer, de ne pas rester devant le temps de la chauffe. Pourquoi ? Eh bien parce que le bébé, toujours immature sur le plan de son développement, est d'autant plus réceptif aux ondes. Et ici, on vous a illustré, de par cette diapositive,
le fait que, vous voyez, le cerveau de l'enfant, de 5 ans, de 10 ans et l'adulte, vous voyez que la perméabilité du cerveau par rapport à ces sources d'ondes est quand même beaucoup plus importante. Donc, point de vigilance, notamment sur les téléphones et les tablettes. C'est vraiment quelque chose d'essentiel où votre téléphone, il est mis en permanence. Et il est essentiel de ne pas laisser à disposition d'un enfant de moins de 5 ans ce genre d'appareil. Voilà, c'est vraiment important. Et là, je vous ai illustré un petit accessoire qui est très séduisant hein, par rapport aux jeunes parents qui promènent leurs enfants en poussette, où on peut mettre sur la poignée de la poussette, on adapte un support pour le téléphone, mais vous voyez que la capote de la poussette étant juste derrière, la tête de l'enfant est juste derrière, donc aussi, hein, donc point de vigilance. Et c'est un des facteurs de risque en termes d'accident que de se promener en poussette en regardant la dernière série où le dernier message arrivait. C'est une vraie question de santé publique maintenant, cette utilisation sur la voie publique. De la même façon, puisqu'on est sur les ondes, on va évoquer le babyphone, où là, on a plusieurs principes de babyphone. Donc, toujours point de vigilance. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, surtout sur une première grossesse, être sûr d'entendre l'enfant si la chambre est un peu éloignée, s'il était réveillé. Et donc, on a tendance à mettre l'émetteur du babyphone le plus près possible de l'enfant. Ce qui est dommage parce que c'est un appareil qui est émissif et qui, du coup, va avoir un rayonnement lui aussi qui va altérer la qualité du sommeil de l'enfant et son développement. Donc, l'idée est vraiment d'éloigner cet émetteur, si possible d'1,50 m, donc sur la commode, sur la table allongée, de façon à ce que, de toute façon, il fonctionnera. Et vous serez alerté par votre récepteur dès qu'il y aura un bruit dans la chambre, et vous aurez la garantie que le périmètre d'émission des ondes respecte le sommeil de l'enfant et son développement. Point de vigilance sur les écoutes bébés qui ont 2 faisceaux, un vidéo et un audio. Vous avez donc 2 faisceaux et 2 halos d'émission. Donc double rayonnement. Il est intéressant d'avoir un babyphone qu'on appelle Vox, qui ne se déclenche que s'il y a émission, plutôt que d'avoir un babyphone qui est tout le temps en vigilance et qui rayonne en permanence. Du coup. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions plus précises par rapport à ça. De la même façon, une fois qu'on a choisi la pièce de l'enfant, eh bien, on va s'attacher à le faire à son goût, hein, de l'adapter, de faire des travaux. Donc là, les premiers messages, je sais que vous êtes souvent jeunes parents dans une période où vous venez d'emménager, vous avez changé de logement pour accueillir des enfants, etc. Et donc, vous êtes dans une phase de travaux. La future maman doit être exemptée de ces travaux puisqu'elle serait totalement exposée aux matériaux de construction et aux matériaux de décoration qu'on va utiliser. Donc là, mesdames, n'hésitez pas à déléguer ces travaux-là, de façon à éviter d'exposer votre enfant que vous portez à ces matériaux. Vous avez vu, les matériaux sont maintenant étiquetés, donc là ici je vous ai mis la petite affiche A+, de manière à ce qu'on sache quelle est la concentration à peu près de ces composants principaux. En tout cas, ici vous avez la liste des composants qu'on va incriminer dans la qualité de l'air. Et vous voyez qu'il y a 4 classes de C à A+. C'est une garantie, une obligation maintenant des fabricants de ces produits que de déclarer ces concentrations. Et du fait du choix de la catégorie A+, vous êtes dans la certitude d'avoir à qualité égale des produits qui vont être les moins émissifs. Donc privilégiez toujours pour la famille en général, mais également pour vos bureaux, etc., puisqu'on est dans des pièces également de repos si je puis dire, mais en tout cas de stations permanentes, des catégories A+, de façon à avoir la certitude d'avoir le moins de produits émissifs possible. De la même façon, je vous ai mis les petits pictogrammes là, de danger, qui ne sont pas anodins. Donc, quand on prépare l'arrivée de l'enfant, bien sûr, on dissuade la maman de faire les travaux et en tout cas d'y contribuer.
Et puis, on respecte bien sûr, les protections qu'il faut porter. On va bien gérer le stockage des produits non utilisés dans un endroit aéré et en dehors, bien sûr, de la portée des membres de la famille, et privilégier des produits écolabellisés. Donc, on vous a mis ici une liste de labels qui vont vous garantir malgré tout une qualité optimale et une moindre exposition aux composés organiques volatiles, de la même façon que l'étiquetage A+. Ensuite, une fois que cette belle chambre est tapissée, et peinte, etc., on va choisir du mobilier. Donc, si vous optez pour du mobilier neuf, alors, petite chose par rapport aux travaux, si vous pouvez les entamer et les attaquer le plus tôt possible, en amont de l'arrivée de bébé, c'est bien parce que une fois que vous avez fait les travaux, vous aérez considérablement la pièce de façon à ce que les matériaux relarguent. Même si c'est du A+, il y aura de toute façon des émissions qu'il va falloir évacuer. Et donc, plus la longueur et la qualité du séchage sera bonne, et plus la qualité de l'air après sera meilleure. De la même façon, pour le mobilier, si vous êtes sur un achat de neuf, achetez-le le plus tôt possible, désemballez le plus vite possible ces matériaux, montez les meubles dans un espace aéré, de façon à ce qu'ils relarguent leur toxique le plus tôt possible et dans un espace qui n'altérera pas l'espace de vie de l'enfant quand il arrivera. On a tendance à privilégier le seconde main, les meubles d'occasion que vous pouvez remettre à votre goût, repeindre, mais en tout cas bien lessiver, repeindre, de façon à ce que le mobilier est bien séché, la peinture est bien relarguée, ses composés, même si c'est un matériau qui va être labellisé, il aura malgré tout tendance à avoir besoin d'un peu de temps pour sécher et pour relarguer ces produits. Donc, privilégier vraiment le temps en amont de l'arrivée de l'enfant. Présence d'animaux de compagnie. Alors, vous savez qu'on est maintenant très favorable à la cohabitation des enfants avec les animaux de compagnie, à condition qu'il y ait des règles de cohabitation. C'est-à-dire qu'on va totalement interdire aux chambres l'accès des animaux de compagnie, et on va faire en sorte que dans la maison, il y ait le moins de réservoirs d'allergènes et de poils et de poussière en lien avec la présence des animaux. C'est intéressant pour l'enfant, ça lui permet de développer son système immunitaire que d'être confronté à des animaux de compagnie, et sur le plan social également, bien sûr, mais avec des règles malgré tout assez strictes, notamment sur la chambre. Alors ça vaut pour le tout petit, mais vous verrez que plus tard, quand on va vous réclamer un hamster, un iguane ou je ne sais quel, un lapin nain, à éviter aussi toujours dans les chambres. De toute façon, aucun animal de compagnie dans les chambres. Pour les plantes d'intérieur, c'est la même chose. C'est très tendance, les plantes d'intérieur, les plantes dépolluantes notamment, etc. On a tendance à vouloir en mettre un peu partout. Sachez que c'est un phénomène assez ennuyeux par rapport à la qualité de l'air, puisqu'il y a d'abord des plantes qui sont allergisantes, donc qui sont totalement déconseillées, notamment le ficus par rapport à l'arrivée d'un enfant. Mais vous avez également la présence de moisissures à la surface des peaux des plantes vertes qui vont générer une forte concentration de moisissures dans l'air. Moisissures microscopiques, mais qui pourraient coloniser, chercher à coloniser des surfaces et notamment migrer dans les bronches, puisque milieu humide et chaud. Donc, on va là aussi être très vigilant quant à la quantité de plantes vertes dans la maison et surtout déconseiller fortement la présence de plantes dans les chambres à coucher. Je vous ai mis ici la liste des plantes qui vont être allergisantes, donc le ficus en première ligne, le yucca, etc., etc. Dans la maison, si vous souhaitez mettre des orchidées, là, il n'y a aucun souci, puisque le substrat n'est absolument pas altéré par des moisissures, donc il n'y a aucun risque par rapport à ça. Simplement, même les orchidées sont fortement déconseillées dans les chambres. Pour le ménage, avec mon exemple tout à l'heure du 4 pattes sur le sol, on va là aussi être très vigilant par rapport au choix des produits à utiliser. On est aujourd'hui face à une proposition très vaste de produits ménagers, très parfumés, très performants, très dégraissants, alors virucides bien sûr en ce moment, etc.
qui vont avoir un rôle d'assainissant certainement sur les surfaces qu'on va nettoyer avec, mais qui, n'étant pas rincés, vont continuer d'émettre tout au long de la journée et tout au long de la semaine où vous les avez utilisés. Donc, vraiment un point de vigilance. Petit rappel, le propre ne sent rien. Donc, à partir du moment où un produit ménager laisse une odeur dans votre logement, c'est qu'il y a en suspension dans l'air des irritants et des composés organiques volatiles. Donc, on va plutôt s'orienter vers des produits éco-respectueux à base de vinaigre, de bicarbonate, de savon noir, des produits très simples. On va en limiter les quantités également. 3 à 4 produits peuvent totalement suffire à assainir toute la maison. Et on va plutôt privilégier des produits soit faits soi-même, soit achetés dans le commerce, mais qui vont être à rincer, de façon à être sûr qu'ensuite, dans la semaine, il n'y ait plus d'émissions. Point de vigilance également sur les désodorisants, sur les parfums d'intérieur, sur les insecticides surprises, sur les prises électriques, pardon, tout ce qui va être fébraise, etc., qui vont être également très émissifs en termes d'irritants et d'allergènes. Donc, on va là aussi, alors, plusieurs points de vigilance par rapport aux produits ménagers. Dans un premier temps, pensez bien à utiliser des produits en moindre quantité, puisque c'est vrai qu'on nous conseille souvent des quantités assez importantes de concentration, et on peut très bien en diminuer la quantité tout en ayant un résultat optimal. On peut choisir des produits dans le commerce grâce à des labels qui vont être exigeants en termes de qualité et du coup nous garantir une qualité optimale. Et puis, si vous le souhaitez, on peut également faire des produits ménagers soi-même à base des quelques ingrédients qu'on vous a mis sur cette diapo en bas, qui vont nous permettre d'entretenir toute la maison avec vraiment peu de moyens financiers et peu de temps, parce que c'est vraiment très très simple à faire. Alors, petit sondage numéro 3, est-ce qu'un bébé propre est un bébé qui sent bon le lait de toilette? À votre avis? Donc, sondage numéro 3. Je vous invite à y répondre. Bien, je crois que c'est terminé. Bon, vous êtes là aussi tous du même avis. Donc, mais voilà, comme pour les produits ménagers, si je puis dire, petit rappel, le propre ne sent rien. Et de la même façon, un bébé, ça sent bon naturellement, j'oserais dire. Et du coup, c'est vrai qu'il y a vraiment un point de vigilance à avoir par rapport aux produits d'hygiène qu'on va utiliser, aux produits cosmétiques. Parfois, notamment, je pense à la maman, pendant sa grossesse, va avoir un peu plus de temps pour s'occuper d'elle et peut-être va être tentée. Alors, je sais que statistiquement, je crois qu'une femme va utiliser dans sa journée 16 cosmétiques par jour. Une femme enceinte va être tentée d'en utiliser 18 par jour. Et quand on voit sur cette diapo que 40% des cosmétiques contiennent au moins un perturbateur endocrinien, on va s'interroger sur nos choix de produits, notamment sur les produits qui ne sont pas rincés, là aussi, sur les produits qui vont être utilisés sur une grande partie de notre corps. Ça, ce sont vraiment des points de vigilance à avoir pour limiter les concentrations de perturbateurs endocriniens. Donc, le petit slogan en termes de cosmétiques, c'est « moins, c'est mieux ». Donc, voilà, moins d'ingrédients dans une liste de composition, ça va déjà être un gage d'avoir un moindre risque d'exposition à des irritants ou des perturbateurs endocriniens. Une durée de conservation moindre par rapport à une autre, c'est la garantie d'avoir moins de conservateurs à l'intérieur du produit. Et moins on va utiliser de produits, mieux on se portera. Et mieux votre porte-monnaie se portera également. On vous a mis également ici en bas la liste des labels qui peuvent vraiment vous indiquer une meilleure qualité de produit avec des composés voilà, qui seraient les plus
des plus inoffensifs, si je puis dire. Donc, les consignes en termes de cosmétiques, c'est vraiment de lire les étiquettes et de privilégier les listes les moins longues. Ne pas se fier au prix non plus, hein, ça n'est pas un gage de qualité malheureusement, parce que certaines marques voilà, affichent parfois des souhaits d'être éco-respectueux, hein, c'est presque une tromperie, parce que quand on voit la liste des ingrédients, on peut s'inquiéter. Alors attention aux conservateurs, privilégier le coton et l'eau tiède, notamment quand on a un change pour un pipi. Ça n'est pas une obligation que d'utiliser du liniment ou du lait de toilette à chaque change. On peut très bien envisager, bien sûr, un change avec de l'eau et du coton, en assurant bien sûr un séchage optimal, toujours bien essuyé, notamment dans les plis. Attention, voilà, toujours penser moins c'est mieux et apprendre à repérer les labels. De la même façon, par rapport à la peau, sur le choix des vêtements, sur le choix du linge de lit, sur le choix du linge de toilette, on va plutôt privilégier des vêtements coton, si possible, ou laine, de façon vraiment à être vigilant à tout ce qui va être très coloré, qui risque d'avoir été traité avec des colorants comportant des problématiques. Vous avez également sur les vêtements neufs un après, ce qu'on appelle un après, qui va vous permettre d'avoir un aspect optimal et surtout garantir que pendant de sa fabrication à ce qu'il arrive dans la boutique où vous l'avez acheté, le produit ait pu voyager parfois de loin sans être altéré, sans que son aspect ne soit altéré. Donc, il est important de laver les vêtements avant de les mettre à disposition, de les mettre sur l'enfant. Ça, c'est essentiel. Et comme pour le mobilier, on peut tout à fait envisager du seconde main, des vêtements d'occasion. Bien sûr que vous allez laver dès que vous les avez achetés, de façon à être sûr qu'il n'y ait aucun parasite et aucune problématique dans ces vêtements. C'est vraiment quelque chose d'important. Sur les vêtements, par exemple, je pense à des pyjamas avec un flocage Superman ou Mickey sur la poitrine, un superbe flocage plastique. Ce genre de pyjama, avec la chaleur du corps du bébé, va émettre tout au long de la nuit, et c'est quelque chose qui est fortement déconseillé, par exemple. Il vaut mieux la broderie éventuellement, mais pas de flocage. C'est valable également pour tout ce qui va être linge de lit et linge de toilette. Hein. Toujours laver les draps, toujours dès que vous achetez quelque chose de neuf, c'est essentiel de pouvoir laver au maximum ce linge-là. Je regarde l'heure pour être sûre d'être dans le timing. Autre point également sur les jouets. Donc là aussi, les jouets sont de différents matériaux, de différentes constitutions. Nous avons en France une réglementation qui limite déjà les dégâts, mais malgré tout, toujours avoir un point de vigilance. Et petit conseil, si vous avez un cadeau de naissance à faire, ou si vous avez des cadeaux de Noël à faire à des jeunes enfants, ça serait que de déballer le jouet neuf avant que de le mettre à disposition de l'enfant, le déballer et le laver. Petit point de vigilance, notamment sur les peluches, parce que souvent, les peluches sont réglementées, mais le garnissage peut parfois poser problème. Et plus le volume de la peluche est important, plus il y a de garnissage et donc plus il y a matière à s'interroger sur la qualité. Donc, privilégier l'achat de peluches de moindre taille, qui soient lavables en machine, de façon à pouvoir la laver avant que de la mettre à disposition de l'enfant. Vous savez que l'enfant va très vite tout mettre à la bouche. Et donc, vous avez vu tout à l'heure, on a vu les 3 portes d'entrée, la porte d'entrée respiratoire, de contact et alimentaire, donc l'ingestion. Et quand l'enfant va mettre à la bouche ses jouets, eh bien, il va prendre le risque d'ingérer des substances irritantes et toxiques. Donc, on va privilégier
des jouets qu'on va laver avant l'utilisation initiale et tout au long, bien sûr, du temps, au fil du temps. Là également, le seconde main est intéressant puisque malheureusement, ces jouets ont déjà relargué leur substance et n'empoisonneront plus vos enfants. Voilà, point de vigilance par rapport à ça. Peut-être aborderez-vous dans vos questions la proposition des jouets en bois. Alors, point de vigilance là aussi, parce que ce n'est pas parce qu'un jouet est en bois qui n'a pas été traité. Alors, je pense, là, on voit le boulier qui est très coloré et qui vraisemblablement est verni. Bon, ben ça, c'est un jouet qui a dû émettre. Alors, il est plutôt d'une génération antérieure et il a certainement relargué ses toxiques, mais malgré tout, voilà, point de vigilance par rapport au bois. Je pense aux tablettes Capla, par exemple, qui ne sont ni traitées, ni là, il n'y a aucun souci par rapport à ces matériaux. Et de la même façon que pour les cosmétiques et les produits ménagers ou les produits de décoration, on vous a mis des labels qui vous permettent là aussi d'avoir voilà, une vue d'ensemble de ce qui peut être trouvé dans le commerce et garantir une qualité à recommander. Alors, pour en revenir à ma chambre, donc on abordait tout à l'heure la gestion de la température et de l'humidité. Il est essentiel, effectivement, d'avoir la possibilité d'aérer la chambre de l'enfant régulièrement. C'est vraiment quelque chose d'essentiel. Donc, à chaque fois quand l'enfant n'est pas dans son lit, aérer 5 minutes la chambre, c'est vraiment quelque chose qui va être très intéressant pour renouveler l'air. Et ça viendra compléter le système de ventilation de la maison, puisque les ventilations sont souvent présentes dans les pièces d'eau, salle de bain, cuisine, toilette, buanderie. Parfois, il y a des réglettes au sommet des fenêtres qui permettent d'avoir, voilà, de contribuer à la circulation de l'air d'une pièce à l'autre. C'est intéressant, voilà, d'ouvrir les fenêtres et de laisser les portes communicantes ouvertes de façon à ce qu'il y ait vraiment une homogénéisation de la qualité de l'air dans chacune des pièces de la maison. Donc, petite synthèse, si je puis dire. Donc, dans la chambre de bébé, donc, on a vu tout à l'heure, quand on a fait le choix de la pièce qui sera destinée à la chambre de l'enfant, être vigilant à la disposition des appareils qui émettent des ondes, de façon à veiller à ce que là où l'enfant dormira, il ne sera pas dans un halo de ces ondes. Anticiper les travaux le plus tôt possible et être sélectif par rapport aux matériaux utilisés et au mobilier que vous allez disposer. Éviter la présence d'animaux de compagnie et de plantes vertes, ça c'est essentiel. Tout ce qui va être désodorisant, vous l'avez compris, produits parfumés, bougies, encens, huiles essentielles, etc., c'est vraiment à bannir de ces pièces. Pour la toilette, le petit mot d'ordre, c'est moins c'est mieux. Moins j'ai d'ingrédients, mieux c'est. Moins j'ai de produits, mieux c'est. Moins j'en applique, mieux c'est. Pensez à aérer la chambre, bien sûr, matin et soir en toute saison et dès que l'occasion se présente, en fait. Lavez les jouets régulièrement, notamment dès que vous les avez achetés, puisque là, ils sont neufs et ils sont souvent recouverts d'un apprêt qui va être, voilà, qui va flatter l'œil pour que l'objet soit bien brillant, etc., mais qui sera particulièrement émissif. Pour le linge, neuf, eh bien, le laver systématiquement avant de l'utiliser et privilégier le seconde main, donc le linge d'occasion, qui va vous garantir, bien sûr en l'ayant nettoyé, qui va vous garantir d'être le plus neutre possible. Pour aller plus loin, nous vous proposons 2 sites. Un site qui s'appelle Ma Maison Santé, qui a été créé par la Mutualité française Pays de Loire, donc des collègues du Pays de Loire, qui mettent à disposition différents outils, et notamment des quiz d'auto-évaluation de son univers, de façon vraiment à faire un point sur ce qu'on pourrait éventuellement améliorer chez soi. Et un site Agir pour bébé, qui va vous permettre là aussi d'avoir accès à tout un tas d'informations très intéressantes sur tous les gestes les plus simples à mettre en place. Alors, moi, j'ai terminé. Je pense. Oui. Pardon si elle est trop loin. Merci Catherine pour ton intervention. Du coup, on va passer au petit temps de questions. Oui.
Alors, il y a des participantes qui nous posent des questions au sujet des travaux. Oui, À savoir, alors deux questions qui se rejoignent un petit peu. Est-ce que quand on est enceinte, on peut rester dans la maison suite aux travaux de peinture, même si on n'y a pas participé? Est-ce que c'est recommandé d'y rester? Et puis, une question aussi sur combien de temps après les travaux le bébé peut dormir dans sa chambre? d'accord. Alors, quand on est enceinte, effectivement, bon, on peut bien sûr habiter sa maison, là, il n'y a aucune contre-indication. L'idée, c'est vraiment d'être vigilant à aérer les pièces dans lesquelles vous naviguez en tant que jeune maman et future maman, de façon à être le moins exposé aux différents polluants. Ce que j'ai peut-être oublié de dire tout à l'heure, c'est que les pointures, par exemple, ne sentent plus grand-chose maintenant, mais ne sont pas pour autant inoffensives. Donc, même l'indicateur d'odeur gênante, va être tronqué par la présence d'absorbeurs d'odeur maintenant qui sont mis dans les peintures. Donc, de toute façon, on peut rester chez soi, bien sûr, sans contribuer aux travaux, simplement toujours optimiser le renouvellement de l'air de façon à être sûr qu'on ne soit pas exposé plus, même en étant un peu éloigné du chantier. Et combien de temps si vous aérez alors là, l'époque est peut-être un peu moins propice à l'aération, mais si on fait ces travaux par beau temps, par exemple, je dirais qu'en 3 semaines, les matériaux ont relargué avec une aération optimale, avec un temps comme maintenant où on va aérer, on va devoir trouver un compromis entre les habitudes d'aération et puis la météo extérieure. Je dirais que faire les travaux 3 mois avant l'arrivée de bébé, c'est le top. C'est vraiment une garantie d'avoir fait ce qu'il était nécessaire pour minimiser le risque, en tout cas. Merci. Une autre question qui est posée concernant le ménage cette fois-ci. Oui. On demande par quel produit naturel on peut remplacer un produit désinfectant de surface. Alors, il est bien précisé désinfectant. Voilà, désinfectant. Alors, si c'est face au Covid, si c'est juste pour traiter la problématique du Covid, on sait aujourd'hui que le virus est recouvert d'une enveloppe grasse qui va être dissoute par l'action d'un savon et d'eau. Donc, on va pouvoir éliminer le Covid avec un nettoyage des surfaces au savon noir, par exemple, au savon liquide et à l'eau. Pour avoir quelque chose de plus optimal, on va pouvoir utiliser également l'alcool ménager, qui va être un bon compromis, dilué bien sûr, qui va être un bon compromis. Mais il ne faut pas confondre nettoyage, lavage des surfaces et sa désinfection. On ne va pas utiliser les mêmes produits. On va d'abord procéder à un nettoyage avant que de procéder à une désinfection. Donc, toujours passer par l'étape du savon et de l'eau avant d'envisager de désinfecter les poignées de porte, les interrupteurs ou je ne sais quoi avec un mélange eau et alcool ménager. Ça, ce sont 2 étapes essentielles si vous souhaitez. On nous a beaucoup parlé de l'eau de Javel, alors qui est très émissive et qui, pour les jeunes enfants, pose vraiment problème. C'est quelque chose qu'on va essayer d'éviter. Donc, en remplaçant par l'alcool ménager, on est déjà sur un produit un peu moins toxique. D'accord. Donc, une autre question qui vient d'apparaître, qui pose, mais tu as partiellement répondu. Quelle sorte de produits ménagers peut-on privilégier en cette période de Covid? Peut-être dire que le vinaigre blanc ne va pas être virucide. Donc, voilà. Le multi-usage au vinaigre blanc, en cette période, peut-être le mettre de côté. Oui, ce n'est pas forcément ce qui est le plus propice. On va plutôt partir sur un mélange avec de l'alcool ménager, qu'on trouve très facilement aussi et qui est à moindre coût. Oui. Mais bien passer par les 2 étapes, nettoyage et ensuite désinfection. Oui. Et le rinçage est toujours important pour éliminer un une autre question, alors cette fois-ci au sujet des ondes. Oui. Donc pour les ondes Wi-Fi, les plaques à induction, alors on nous parle aussi du compteur Linky. Oui. Est-ce qu'on peut faire confiance aux objets qui sont vendus en ligne, type les bloqueurs d'ondes, les housses pour mettre sur les box, etc. Moi, je rajouterais même les peintures anti-ondes.
Oui, alors là, Confiance à tout ça. pour essayer de suivre régulièrement les propositions, les offres qui sont faites, moi, je suis très vigilante, très prudente parce qu'on a peu de notions validées scientifiquement sur ces matériaux et sur ce matériel qui nous est proposé à nous consommateurs. Et moi, j'ai vraiment un gros point de vigilance. Moi, je préférerais vraiment envisager un éloignement plutôt que de faire dormir un enfant à côté d'une box recouverte d'une housse. Moi, très honnêtement, moi, c'est principe de précaution. Je préfère, puisque scientifiquement, on connaît maintenant l'ampleur des faisceaux de chacun des matériaux et du matériel qui maintenant est présent dans nos logements. Je pense que l'éloignement est quand même la meilleure des garanties. Merci. Du coup, la question du ménage repose une nouvelle question on repasse au ménage. Oui. Voilà, quelqu'un nous interroge plus précisément sur le vinaigre. Alors, je pense que peut-être on peut lui apporter une réponse en période de Covid et en période. Alors voilà, en période neutre, je dirais habituelle, le vinaigre, on va l'utiliser beaucoup sur tout ce qui va être début de moisissure et calcaire. Tout ce qui va être voilà, pour faire briller la cabine de douche, les sanitaires, etc., etc. On va l'utiliser également pour assouplir le linge, puisqu'on bannit totalement les assouplissants. Je n'ai pas dit tout à l'heure sur l'entretien du linge, mais voilà, on va utiliser une lessive très douce et on va surtout arrêter les assouplissants. Et si on a une eau, je pense que dans l'Ain, on n'a pas une eau très dure, mais on ne sait jamais. Si votre eau est très calcaire, voilà, vous pouvez mettre 2 cuillerées à soupe de vinaigre blanc dans la lessive, ça adoucit le linge. En période de Covid, je dirais que le vinaigre, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, n'est pas efficace. Donc, un nettoyage à l'eau et au savon, puis une désinfection avec un mélange alcool ménager et eau, puis rinçage, va vraiment optimiser les choses. On ne va pas pouvoir compter sur le vinaigre uniquement. Merci. Enfin, une question qui apparaît. Comment fait-on chez soi pour évaluer la qualité de l'air de notre logement? Est-ce qu'il y a des moyens simples de le faire ou est-ce qu'il faut faire appel à quelqu'un? Alors, déjà, les 2 paramètres, température, humidité, ça c'est quelque chose d'assez accessible. Bon, un thermomètre et un hygromètre qu'on va avoir sur une petite station météo, par exemple, vont déjà nous donner des notions. Et puis ensuite, bien sûr, vous allez repérer des odeurs, vous allez repérer des changements d'aspect de certaines surfaces, pour un dégât des eaux, par exemple, ou pour un développement de moisissure sur une surface avec un pont thermique, c'est-à-dire un choc chaud-froid dans votre logement, par exemple, peut générer la survenue d'humidité. Bon, ça, ce sont déjà des indices, des indicateurs. L'odeur, beaucoup aussi. Et puis, si vous le souhaitez, vous pouvez faire intervenir des collègues. J'ai une collègue à Bourg-en-Bresse voilà, qui serait un plaisir d'intervenir chez vous. Donc, on vous mettra, je pense, à disposition la plaquette d'ailleurs du réseau régional des conseillers, de façon à ce que vous ayez les coordonnées de ma collègue dans l'Ain. Voilà, c'est tout à fait possible aussi. Mais déjà, l'indice température, humidité et odeur et changement d'aspect de certaines surfaces vont déjà être de bons indicateurs. Du coup, on nous pose la question de savoir quel est le taux d'humidité qu'il faut avoir dans la chambre du bébé. Alors, en règle générale, sur une pièce sèche telle qu'une chambre, ce qu'on appelle pièce sèche, c'est sans source d'humidité, sans source d'eau, sans robinet, on va être entre 40 et 55% de taux d'humidité. Si c'est plus bas que 40%, l'air va être sec et la gorge de l'enfant risque d'être irritée. Il va avoir une petite toux d'irritation. Si c'est plus élevé que 55%, on risque d'avoir un développement d'acariens et de moisissures dans la chambre qui vont être propices à des bronchites, des bronchiolites, ce genre de choses. Donc, toujours être vigilant par rapport à ça. Alors, il y a des techniques pour humidifier l'air, avec ne serait-ce que faire bouillir une casserole d'eau et puis la mettre
dans un petit coin de la chambre, bien sûr, très à l'abri d'enfants, de façon à humidifier un peu l'air, mettre des coupelles d'eau sur les radiateurs ou sur le sol si c'est un chauffage au sol, de façon à équilibrer les choses. Laisser les portes communicantes pour que le taux d'humidité soit le même partout et constant dans la maison ou dans l'appartement. Et puis pour assécher, là, c'est l'aération, qui, comme vous l'avez compris, en complément de la ventilation, qui va assécher l'air, même s'il pleut dehors. Très bien. Le fait de baisser la température aussi permet d'augmenter l'humidité. Bien sûr, oui. Oui. Du coup, est-ce que tu peux répéter le chiffre de l'hygrométrie recommandée, s'il te plaît? Oui, bien sûr, entre 40 et 55%. On le mettra la prochaine fois sur le diapo. Oui. Et une autre question, est-ce que les appareils purificateurs de l'air sont efficaces? Certains, oui. Il y a de tout sur le marché. Je dirais qu'il y a certains appareils qui sont performants. Tout dépend de ce que l'on cherche. Les purificateurs d'air ne vont pas purifier les moisissures, par exemple. Parce que tant que vous aurez une source de moisissure dans votre logement, le purificateur, il n'agira pas. Sur des composés organiques volatiles, le temps plus les agissements du purificateur plus une bonne aération vont contribuer à une diminution, à une accélération du processus. Mais malgré tout, je pense que l'aération est le meilleur moyen. Ça peut être un bon complément. C'est quelque chose d'encore assez onéreux et qui n'est pas… les résultats ne sont pas homogènes d'un appareil à l'autre aujourd'hui. D'accord, merci. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vais juste jeter un coup d'œil, mais il me semble que c'est bon. Oui, très bien. Et s'il n'y a pas de nouvelles questions, j'invite les participants à participer à un dernier petit sondage. Alors, le temps de le… Ah, si, j'ai l'impression qu'il y a quand même eu… Ah, encore une question. Dis-moi. Il nous reste un peu de temps, on y va. Concernant les moisissures des plantes, y a-t-il d'autres plantes que les orchidées à mettre en pièces à vivre? En tout cas, à éviter la liste des plantes que je vous ai mis tout à l'heure. On peut peut-être la remettre pour ta question. Etc. Voilà. Toutes celles-ci sont à éviter. Le géranium d'intérieur, notamment les géraniums asiatiques, en ce moment, j'en vois beaucoup dans les domiciles. Il doit y avoir un filon. Et c'est quelque chose qui pose vraiment problème. On parle des plantes dépolluantes. Alors, sachez que les plantes dépolluantes, c'est un argument parce qu'elles ont la faculté de filtrer les composés organiques volatiles, mais dans des conditions qui ne sont pas reproductibles à domicile. C'est-à-dire qu'elles doivent avoir les racines nues et on compte, grosso modo, pour une pièce de 9 mètres carrés, il faudrait 80 plantes pour être sûr que l'air soit sans composés organiques volatiles. Donc, vous voyez, ce n'est pas transposable à domicile. C'est un argument de vente qui est un peu tronqué. Très bien. 5 plantes pour une maison de 30 mètres carrés, grosso modo, le quota. Pas plus. Alors, quand on rentre les géraniums pour l'hiver, c'est à la cave, c'est pas dans le salon. Et pas dans les chambres. Pas dans les chambres, surtout pas. Très bien. Merci beaucoup. Là, je crois que vraiment, il n'y a plus de questions. Parfait, merci bien. Merci à toi. Du coup, j'invite les participants à retourner dans l'onglet sondage pour répondre à 3 petites questions qui nous permettront un petit peu de voir si notre conférence a répondu à vos attentes, vous a appris de nouvelles connaissances, et puis si vous avez l'intention de partager ces informations. Voilà, on remercie le Conseil départemental de l'Ain de nous avoir fait confiance pour cette conférence. J'en profite aussi pour remercier ma collègue Anne-Laure, qu'on n'a pas vue à l'écran, mais qui m'a aidé pour les questions à les recenser. Merci Catherine pour ton intervention. Merci à vous deux. Vous allez recevoir, une fois la conférence terminée, un email qui vous donnera des ressources, de nombreuses ressources sur toutes les thématiques qu'on a pu traiter lors de cette conférence, et également un accès au replay de cette conférence si vous souhaitez retourner sur une diapositive que vous avez peut-être pas eu le temps de lire, ou réécouter certains conseils qu'a pu vous donner Catherine. Voilà, j'espère que ce temps vous a plu. Je vous souhaite une bonne fin de semaine et puis prenez bien soin de vous. Merci.